Je pense que pour passer en adulte, faut se sentir prêt. Prêt mentalement, physiquement, avec toutes les réponses à nos questions qu'on peut se poser. Et en parler à son médecin référent, c'est une bonne chose pour être apte, entre guillemets, à passer en adulte. Franchir, le podcast de la transition ado-adulte. Aujourd'hui, Salio nous donne rendez-vous dans un café pour rencontrer deux jeunes femmes atteintes comme lui de maladies chroniques. Et c'est une maladie génétique qui affecte le sang et les globules rouges précisément. Mariam a 17 ans. En ce moment, elle est en plein dans les révisions du bac. Elle est atteinte de drépanocytose, une maladie du sang d'origine génétique. J'ai fait une première poussée qui n'avait pas été diagnostiquée quand j'étais toute petite, où c'était au niveau des genoux. Clémence, elle, a 20 ans et étudie l'histoire de l'art à l'université. Depuis la petite enfance, elle présente une maladie inflammatoire auto-immune, la polyarthrite rhumatoïde. Avec Saliou, on veut savoir ce que représente la transition médico-sociale et le transfert pour elles qui sont atteintes de maladies rares. Et là, à l'heure actuelle, vous avez fait votre transition toutes les deux ? Moi, pas encore, mais je vais la faire vers la fin de cette année. On m'a déjà dit ça. Et du coup, on va voir comment ça va se passer. J'ai fait la transition dans le sens où mes rendez-vous maintenant se passent uniquement avec ma rhumatologue. C'est beaucoup fait au fur et à mesure. J'ai été beaucoup renseignée du coup par ma rhumatologue et après avec des questions personnelles que je posais, etc. Avec mes parents aussi, parce que vu que j'ai été diagnostiquée quand j'étais assez petite, il y a des choses qu'on oublie, etc. Ouais, en fait, ça m'a pas stressée dans le sens où je savais que j'allais pas changer de rhumatologue. Du coup, c'était plus par curiosité que j'ai voulu me responsabiliser, aussi pour avoir une certaine liberté. Parce que quand on veut partir par exemple en vacances sans les parents ou autre, on devient un peu obligé de maîtriser son traitement, de savoir-faire, etc. Donc c'est des choses où je me suis posé les questions que je me posais et après je me suis habituée à gérer toute seule. Et après, ma mère connaît aussi très bien ma rhumatologue, donc c'est aussi pour ça qu'il y a ce lien qui s'est créé. Et c'est pour ça que du coup, je ne vais pas faire de transfert. Après, je ne sais pas si je vais continuer à consulter dans le service de pédiatrie, parce que du coup, elle fait aussi des consultations ailleurs maintenant. Donc il y aura peut-être un transfert de lieu, mais pas de praticien en tout cas. Et toi, du coup, Mariam, est-ce que tu te sens prête à le faire ou pas? Je pense avec Advenir et le fait que j'ai été en contact avec des gens qui ont fait la transition et que j'ai pu savoir c'était quoi déjà, ça m'a permis d'être plus rassurée. Parce que avant, je savais pas du tout qu'il y avait une transition ou quoi que ce soit. Et je pense que j'aurais été beaucoup plus stressée si j'avais pas su et qu'on m'annonçait ça d'un coup. C'est quoi devenir exactement ? Advenir, c'est une association du coup qui aide et qui accompagne dans la transition de l'hôpital Robert Debré à un autre hôpital quand on atteint la majorité. Mais ça peut durer plus longtemps parce que parfois il y a des difficultés pendant la transition. Quand tu penses être prête à faire cette transition, enfin, quel facteur pour toi fait que tu te sentirais prête à faire ta transition? Je sais pas vraiment, je pense qu'il y en a pas. C'est stressant et ça va juste à rajouter des responsabilités et je saurais pas dire si je pense sérénité, si je suis sereine, je pense que je serais prête à passer. Mais sinon, je sais pas. Moi, j'ai l'impression, à écouter un peu tous les trois vos histoires, vos parcours de transition, la façon dont vous envisagez tout ça, que c'est vraiment une histoire d'autonomisation, de responsabilisation, en fait, la transition. C'est être capable de se prendre en charge, d'assumer sa maladie peut-être à 100%, alors que peut-être j'ai l'impression qu'auparavant, dans l'enfance, il y a vraiment quand même les parents sur lesquels vous pouvez vous reposer. Enfin, c'est normal, c'est le rôle de parent. Est-ce que vous envisagez ça comme ça pour vous aussi ? C'est un cap pour devenir adulte ? Alors du coup, pour faire dans l'ordre des choses, en fait, ma rhumatologue du coup a toujours mis un point d'honneur à
ce que rien soit tabou. C'est-à-dire qu'elle faisait pas, même dans les premiers rendez-vous, le rendez-vous il n'était pas pour mes parents, dans le sens où j'ai toujours eu les informations sur ma maladie, etc. Et après, par curiosité, je me suis aussi posé des questions. Donc ça s'est fait au fil du temps. C'est une autonomisation de sa maladie. Et après, cette autonomisation, elle sert aussi à appréhender le fait que je pense que ce qui stresse aussi beaucoup de personnes dans la transition, c'est l'aspect où on a l'impression qu'il va y avoir moins de relationnel, que ce sera beaucoup plus un rendez-vous comme un autre. Je pense que c'est surtout ça le but, c'est de prendre le contrôle de sa maladie. Après, on crée forcément un lien avec un praticien et c'est pas du tout la même manière de faire dans un secteur enfant ou dans un secteur adulte. Et toi, Mariam, qui donc a 17 ans, bientôt 18 ans, qui est un peu l'âge auquel on peut se dire adulte, sur le papier en tout cas, est-ce que tu as l'impression que... Enfin, je vois Saliou qui hoche la tête, t'es pas sûr. Tu penses pas que c'est le passage vers l'âge adulte, 18 ans ? Si, mais 18 ans sur les papiers, c'est bien. Mais il faut que aussi mentalement ça suive. Je trouve que c'est assez important. Ouais, c'est vrai que c'est pas parce qu'on a 18 ans sur le papier que dans sa tête on est prêt à s'assumer et tout ça. Mais toi, en tout cas, dans ton parcours, comment tu vois les choses ? Est-ce que tu as l'impression que faire sa transition, c'est devenir adulte ? Non, pas forcément. Ouais. Je pense que j'aurais toujours besoin d'accompagnement d'une certaine manière, même si c'est pas mes parents. J'aurais toujours besoin de quelqu'un qui me suit. Ouais. Parce que ça va m'aider et ça va me permettre d'être plus confiante par rapport à qui je suis. En fait, la maladie, ça a aussi un impact sur l'identité personnelle d'une personne, du coup. Quand je vais transitionner, ça va être difficile au début de m'adapter à quelque chose de nouveau, mais ça... En fait, j'ai remarqué que c'est un parallèle là. Quand j'aurai 18 ans, tout va changer. Et parmi les choses qui vont changer, va être comment je suis suivie médicalement, du coup. Et ça, j'y avais pas pensé avant. Être autonome, c'est savoir ce qu'on sait faire et ce sur quoi on a besoin d'être aidé. Et demander de l'aide, c'est justement être capable de se connaître. Et on a besoin des autres. On a besoin des autres pour savoir qui on est, mais on a besoin des autres, dans le cas de la maladie chronique, peut-être encore plus, sur certains points. Après notre rendez-vous au café avec Clémence et Mariam, nous sommes retournés voir le docteur Jacquin pour lui demander comment s'articulent ces notions de devenir adulte et de transition. La transition dans les soins, c'est qu'une des transitions que finalement vivent les adolescents. Ils en vivent plein de transitions à cet âge-là. C'est la fin des études, du lycée, c'est des fois la fin d'habiter chez les parents, parce qu'il y en a qui partent ailleurs pour des études, pour travailler. Ça peut être l'entrée dans le couple, l'entrée dans le travail. Vous voyez, donc on fait une transition de plus parmi plein d'autres transitions. D'ailleurs, à tel point qu'il y en a qui disent que c'est pas le bon âge parce que ça fait trop de choses à faire. Et d'autres qui disent c'est le bon âge parce que justement c'est le moment où tout change. Oui, en fait, ça peut représenter un autre rite de passage vers l'âge adulte, la transition médicale. Absolument. Moi, je pense que c'est une bonne chose, que c'est un bon moment, parce que c'est un moment où on envisage effectivement qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va être, et que c'est normal que la question des soins suive aussi ce mouvement-là. Pour passer en adulte, est-ce qu'il faut avoir une connaissance particulière ou pas du tout ? Il faut avoir quand même un certain degré d'autonomie, c'est-à-dire être capable de faire une partie des choses par soi-même, le traitement, prendre ses rendez-vous, faire la pharmacie. Enfin, c'est mieux. En tout cas, il faut savoir ce qu'on sait faire et savoir ce qu'on ne sait pas faire. Parce que souvent on dit autonomie, il n'est pas vraiment autonome, il ne sait pas tout faire. Non. Être autonome, c'est savoir que, par exemple, pour une partie du traitement, on est capable de le faire tout seul, mais que pour une autre, il faut être assisté par les parents qui vont encore à la pharmacie, qui préparent le matériel, etc. Pourquoi pas ? Si on est conscient que, on est compétent sur certaines choses et pas sur d'autres. Je ne crois pas qu'on puisse donner un bagage de connaissances type pour chacun des patients, mais quand même, il faut que sur les différents secteurs de la vie avec la maladie chronique, du risque évolutif,
des implications professionnelles, des interdits professionnels dans certaines maladies, des conséquences sur la fertilité ou la contraception dans certaines maladies. Enfin, il faut quand même que sur tous ces sujets, on ait coché avec le jeune en disant, bon, est-ce que là-dessus, tu as les infos qu'il faut? Est-ce que là-dessus, vous vous sentez assez compétent? Est-ce qu'il faut qu'on vous réexplique? Bon. Donc voilà, je ne peux pas dire qu'il y ait un bagage type, mais sur les aspects médicaux, évolution, traitement, progrès, complications. Sur les aspects, encore une fois, sociaux, professionnels, vie conjugale et fertilité, il faut quand même avoir des infos. Oui. Bien sûr que les médecins adultes sont capables de donner un certain nombre d'informations, mais la transition, c'est le bon moment pour vérifier un peu comme une espèce de checklist. On a bien abordé tous les sujets qui vont être importants pour la vie d'adulte avec la maladie. Donc en fait, c'est un petit peu les critères, entre guillemets, pour se dire si tel jeune peut être prêt ou pas. Voilà. Pour beaucoup de maladies chroniques, d'ailleurs, il existe ces checklists-là. Donc, est-ce qu'on a bien abordé ce sujet avec le jeune? Est-ce qu'on a... Enfin, des fois, on s'aperçoit qu'on a oublié des choses importantes. Quand un jeune de 18 ans apprend qu'il ne peut pas être militaire, que c'est ça qu'il rêve depuis qu'il a 8 ans, ben c'est dommage. Enfin, c'est même plus que dommage, c'est violent. On aurait dû lui dire ça à 10 ans ou à 12 ans. Pour moi, je pense qu'il faut déjà se sentir prêt soi-même à connaître un nouveau service, voir un nouveau corps médical, se débrouiller seul au niveau des rendez-vous, des ordonnances, enfin de partir à la pharmacie seul. Et je pense qu'il y a pas d'âge entre guillemets, enfin pour être prêt à ça, de se prendre en main et de se dire que bah là je suis un adulte et il faut que je quitte le service pédiatrique, quoi. C'est ce que vous dites, c'est super important. C'est se sentir prêt. Il n'y a quand même que le patient qui sait ça, parce que on en discute. Donc il y a même des questionnaires qui sont faits pour évaluer est-ce que je suis prêt à. Bon, c'est une indication, mais à la fin, c'est le jeune qui nous dit. À quel moment, Saliou, toi, tu t'es dit ouais, c'est bon, je suis prêt? Qu'est-ce qui t'a fait penser que c'était OK pour toi? Bah, déjà, en fait, quand j'étais suivi en pédiatrie, on m'a déjà contacté pour faire une visite dans un hôpital pour adultes. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a montré que même si on quitte la pédiatrie, on sera quand même suivi. Pas de la même manière, mais on sera quand même suivi selon nos besoins. Et en fait, je me suis dit que faut que je grandisse et que je vole de mes propres ailes, entre guillemets. Ouais. C'est sûr, c'est qu'on passe de services où la moyenne d'âge c'est 6 ans à des services où la moyenne d'âge c'est 60 ans. Donc c'est violent. Dans la préparation, ce que souligne Saliou, qui est super important, c'est de pouvoir se représenter. Ça sera quoi ce suivi en adulte? Et une façon de se représenter, c'est d'aller visiter le service. Ça, c'est quand on peut le faire, c'est formidable. Quelquefois, c'est de rencontrer le médecin d'adulte qui vient en pédiatrie. Pour certaines spécialités, on organise des rencontres entre le médecin pédiatre et le médecin adulte avec le patient. Et comme ça, le patient voit d'abord que les médecins se connaissent, qu'ils ont le même niveau d'information, que le nouveau a l'air compétent parce qu'il a la confiance du précédent. Et c'est des choses qui permettent, bien sûr, de faciliter ce changement de confiance et de relation de soins. Vous venez d'écouter le 2e épisode de Franchir, le podcast de la transition ado-adulte. Ce podcast vous est présenté par la filière de santé maladies rares Neurosphinx, pilote du groupe de travail interfilière transition adolescent-adulte et la plateforme de transition Advenir, ainsi que son groupe de jeunes Comaja et le comité de jeunes maladies rares. Dans le prochain épisode, Saliou nous présentera Rim et Cornelia, 2 jeunes femmes qui ont déjà fait leur transition médico-sociale. Nous irons aussi à la rencontre du médecin endocrinologue Philippe Touraine pour nous interroger ensemble sur le rôle que peut jouer le médecin pour adultes pour aider ses patients à réussir leur transition médico-sociale. Merci pour votre écoute. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite de Franchir.